Elle s'appelle Kayla, elle a 10 ans et depuis sa naissance, elle souffre de graves crises d'épilepsie qui mettent sa vie en danger. Ses parents ont tout essayé en vain jusqu'à ce qu'ils découvrent le cannabis thérapeutique. Pas la drogue, mais une autre molécule de la plante, le cannabidiol. Le traitement n'est pas expressément autorisé en France, alors les parents de Kayla prennent le risque d'aller se fournir à l'étranger. C'est une histoire très émouvante que nous vous proposons ce soir. L'autre visage du cannabis, c'est un reportage de Laetitia Moreau, Martin Blanchard et Reynald Lelouch avec Antipode. Si Kayla porte des lunettes opaques en plein jour, c'est parce qu'elle est malade. Elle souffre d'une maladie rare, le syndrome de Dravet. C'est une forme sévère d'épilepsie et les crises qu'elle fait depuis qu'elle est bébé ont endommagé son cerveau et ralenti son développement. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Tiens. Allez, Kayla. Si elle arrive aujourd'hui à rire et à jouer comme tous les autres enfants, c'est un petit miracle. C'était un petit bébé qui était en pleine santé. Elle avait aucun souci apparent. Tout se passait normalement. Les visites chez le pédiatre nous disaient que c'était un petit bébé en pleine forme. Il n'y avait pas de problème ni de croissance. Il n'y a pas eu de problème non plus à l'accouchement. La grossesse s'est bien passée. Enfin, tout se passait bien. C'était vraiment le rêve, quoi. Mais à 3 mois et demi, alors que Jessica est en train de l'allonger, Kayla se met à trembler. Son bras se raidit et tout son corps convulse. Elle fait sa première crise d'épilepsie. Désormais, ses parents traquent les moindres signes annonciateurs. Un mouvement brusque, des yeux qui clignent anormalement. Plus Kayla grandit et plus les crises augmentent, pour atteindre une dizaine par jour. À 3 ans, Kayla doit déjà prendre un traitement lourd, notamment du Valium, un puissant calmant, le seul médicament qui vient à bout de ses crises. On l'a vue plusieurs fois devant nos yeux presque partir parce qu'ils l'ont réanimée plusieurs fois. Elle a fait des crises très longues, très graves. Mais à ce moment-là, en fait, elle était tellement shootée par les médicaments qu'on la reconnaissait plus. Et on n'avait plus de vie, quoi. C'était un semblant de vie pour elle, pour nous, et c'était très difficile en fait à voir tous les jours, de se dire mais mon enfant en fait, il va continuer à être comme ça. Quelque part, un enfant qui est l'ombre de lui-même, quoi, parce que on risquait de la perdre, certes, parce qu'il y avait les crises encore, et en plus, voilà, c'était plus vraiment elle-même. C'est-à-dire que on était dans une espèce de, c'était vraiment une espèce de, on était devant un mur en fait, on n'avait plus de solution. Tu m'envoies un bisou? T'es la plus gentille, toi, hein, ma Kayla? Maman, elle t'aime fort, fort, fort jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel. C'est qui la plus forte? Ouais, c'est qui la plus courageuse? Sauf que nous, en fait, on voulait trouver autre chose que juste la voir soit l'ombre d'elle-même, soit risquer de la perdre à chaque jour. Mais en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve quelque chose d'autre parce que oui, au bout d'un moment, on n'a pas d'autre solution et on nous propose pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'au niveau médical, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que même s'il y a des recherches, il y a des choses qui se font, la vie de notre enfant, elle n'attend pas. Et nous, en tant que parents, on se doit, enfin, en mettant un enfant au monde, on se doit tout faire pour le sauver. Kayla a maintenant 5 ans et elle s'enfonce dans la maladie. Au pied du mur, ses parents décident alors de la soigner avec du cannabis thérapeutique. C'est l'heure de se lever. Non,
Alors, ma yaya, Non, non, non. tu peux pas te lever? T'es bien dans le lit? Oui, T'es bien avec papa? oui. Il va falloir se lever pour aller chez l'orthophoniste. Ah non. Tu veux pas aller chez l'orthophoniste? Si. Ah, tu vois, tu veux y aller. À la télé. Ah, il est peut-être dans le lecteur DVD, oui. À la télé. Dans le lecteur DVD. Oui, à la télé. À la télé. Prends pas le coup. Tous les matins, c'est le même rituel. Une maison plongée dans la pénombre, un réveil tout en lenteur. Au revoir. Kayla est très sensible à la lumière et au bruit. Il ne faut pas la brusquer pour ne pas provoquer de crise. En fait, le matin, on va ouvrir les volets progressivement. Donc en fait, on n'ouvre pas partout en même temps. Parce que Kayla est photosensible. Donc en fait, elle craint vraiment, vraiment la lumière. Donc si elle se retrouve d'un seul coup, comme nous, quand on ouvre les volets, et si on était dans l'obscurité, ça nous fait mal aux yeux. Elle, ça va faire la même chose, sauf que ça va être décuplé. Elle risque de faire une crise et à chaque fois qu'il y a trop de luminosité. Donc il faut habituer ses yeux progressivement à la lumière. Une crise de quoi? Une crise d'épilepsie, donc ses yeux partent en arrière. Ou carrément une crise convulsive où là, elle peut se mettre elle peut tomber et se mettre à convulser directement. La famille, y compris sa petite sœur, vit au rythme de sa maladie. Tous les matins, Jessica prépare les médicaments anti-épileptiques de sa fille. Elle prend des médicaments depuis quel âge? Kayla, elle a commencé son premier anti-épileptique, elle devait avoir, je dirais 4 mois et demi, il me semble, parce que la première fois, on est juste reparti, donc quand elle avait 3 mois, on est juste reparti avec le Valium en cas d'urgence. Et comme elle a refait une crise un mois et demi derrière, après on a eu la dépakine en continu. Les débuts, quand on a un petit bébé et qu'on commence à donner plein de drogues comme ça, au début c'est assez traumatisant pour tout le monde. On a cherché d'autres solutions qui pouvaient améliorer son quotidien et la soulager. Et notamment arrêter en fait certains traitements ou les diminuer parce qu'il y avait beaucoup d'effets secondaires derrière. Donc des effets secondaires assez importants, perte de l'équilibre, perte d'appétit, troubles du sommeil, troubles du langage, troubles du comportement. Depuis presque 10 ans, elle a un peu l'habitude. Voilà. Donc là, je vais aller lui donner. Non. Allez, si ma puce. Allez, pour la bouche. Tu bois un petit peu d'eau? Ça doit être pas bon. Ça va pas d'où, les petits bouts. C'est bon? Allez, on coiffe les cheveux. Coiffe les cheveux parce qu'après, on va aller manger ma Regarde, puce. je fais tout doucement. Tu vois, j'ai déjà fini. Allez, viens. On va aller déjeuner. Depuis 5 ans, Kayla se soigne aussi avec du cannabis thérapeutique. 3 fois par jour, elle prend quelques gouttes de cette huile. Et ce traitement a changé sa vie et celle de sa famille. La prends? Je la donne. À qui? Ah oui. À toi? Allez, vas-y. Mets-la dans ta bouche. Pour tout le monde, le cannabis est une drogue. En fait, la plante contient plusieurs molécules. La plus connue est le THC. C'est elle qui a un effet psychotrope. L'autre molécule importante, c'est le cannabidiol, appelé aussi CBD. Celle-ci n'a rien à voir avec la drogue. Et c'est elle qui soigne Kayla. Tu veux un petit croissant comme ça? Oui. Merci. Le produit de Kayla, en fait, la molécule qui est importante et qui agit sur son confort au quotidien et sur les crises, ça va être le CBD. Dans le produit qu'on donne à Kayla, il y a beaucoup de CBD et il y a quasiment 0% de THC. Donc il n'y a pas d'effets secondaires, en fait, comme les effets secondaires qui peuvent être liés justement au cannabis récréatif. Ça n'a rien à voir... Enfin, c'est deux produits totalement différents, à usage différent, en fait. Une sérénité dans le confort de vie, c'est-à-dire moins de troubles du comportement, moins de troubles du sommeil, plus d'appétit, un confort général, mais vraiment aucun effet secondaire. Oh, pas de bisous baveux. Bisous mon cœur. À tout à l'heure.
Je t'aime, bisous. La mère de Kayla est institutrice dans l'école du village. Son père a arrêté de travailler pour s'occuper à plein temps d'elle. Parce que sinon, on va se faire fâcher par l'orthophoniste après. Tu veux qu'on se fasse fâcher? Maman, Tiens. Il l'accompagne dans la plupart de ses rendez-vous médicaux. pas ça, Tu ouvres la porte? pas ça. Allez, hop. À quoi tu joues là? Tu sais pas à quoi tu joues? Donc au début du CBD, c'est vrai que on voyait pas vraiment de changement. Et après, au fil des jours qu'on lui donnait, c'est vrai que ça a été assez significatif. Avant, elle faisait plein de myoclonies. Donc les myoclonies, c'était des petites crises avec les yeux, c'est-à-dire qu'elle partait un petit peu en l'air comme ça. Et elle en faisait par centaines en journée. Et donc tous les gestes du quotidien, manger, boire, ça devenait super compliqué parce que du coup, quand elle faisait une crise, elle s'étouffait à chaque fois, quoi. Et puis c'est vrai que voilà, au fil des semaines, on a trouvé que Kayla, elle était un peu plus épanouie. On la trouve changée. Hein. Kayla va tous les mercredis 1 heure chez l'orthophoniste. Car si elle comprend tout, elle a encore du mal à s'exprimer. Qu'est-ce que t'as apporté aujourd'hui? T'apportes toujours quelque chose avec toi. C'est mon livre, ça. C'est votre livre à vous? Allez, tu viens, on y va. Et alors déjà, regarde, ça, tu te rappelles ce que c'était, ça? C'était l'herbe. On commence par prendre quoi? Ça, Vas-y, choisis. ça va. Tu le poses? Caca, à côté de la face. Alors, il a... Les crises et les médicaments ont ralenti son développement psychomoteur. Mais petit à petit, elle rattrape son retard et le CBD n'y est pas pour rien. Je sais. Là? C'est mieux comme ça? Oui, D'accord. Alors, tu fais celle de l'autre côté? Tu fais attention à la fenêtre, hein? c'est un autre. Moi, je trouve qu'elle est sur une bonne progression, là, quand même. Hein. Ouais. Et puis, en même temps, elle maintient bien tout ce qu'elle a appris. Elle n'est pas en perte de ce qu'elle a appris. Donc ça, c'est très important aussi. Allez, on va. Je te laisse ranger. Oula, heureusement que ça tombe pas. T'as de la chance aujourd'hui. Dans le cas de Kayla, le cannabis thérapeutique a stoppé les crises en journée. Mais elle en a encore parfois la nuit. Et c'est le seul problème majeur qui subsiste. Son copain, il s'appelle pareil que lui. Pareil. Pour comprendre en quoi le cannabis peut avoir des vertus thérapeutiques, nous sommes allés à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, en banlieue parisienne, dans le service d'addictologie pour adolescents et adultes. C'est là qu'exerce le professeur Amine Benyamina, et pour lui, il est temps de porter un autre regard sur le cannabis thérapeutique. Le cannabis thérapeutique, qu'on pourrait appeler un cannabinoïde thérapeutique, c'est plus simple, il est reconnu ayant des effets sur les douleurs musculaires, ce qu'on appelle la spasticité musculaire dans la sclérose en plaques. C'est une indication universelle pour lesquelles il n'y a pas de discussion. Il y a d'autres indications qui sont évidemment reconnues, mais qui ne sont pas partagées par tout le monde, notamment par exemple, et ce qui est vrai, hein, c'est expérimenté chez les consommateurs de cannabis tout court, sur les vomissements dans les cures, par exemple, de chimiothérapie dans les cancers. On sait qu'il a un effet sur l'appétit chez les personnes qui ont des maladies graves avec un état cachectique, c'est-à-dire quand ils n'arrivent plus à manger, la prise de cannabis va leur donner la possibilité de manger, ils ont plus d'appétit. On lui a trouvé des vertus aussi dans les glaucomes, par exemple. On lui a trouvé des vertus dans des maladies métaboliques. Vous voyez, on a quand même des possibilités avec ce cannabis et on a le sentiment qu'en France, et pas ailleurs dans le monde, en France, il y a une totale impossibilité, un hermétisme complet, une insensibilité de la part des autorités à cette question. La plupart de nos voisins ont légalisé le cannabis thérapeutique. C'est le cas des Pays-Bas, de l'Allemagne, de l'Italie, du Portugal, du Luxembourg, de l'Autriche, de la Slovénie et de la Suisse. Comme beaucoup de parents d'enfants malades, Jessica se fournit en CBD à l'étranger. En France, sa commercialisation est illégale. Mais paradoxalement, sa consommation, elle, est autorisée. Je pense que c'est pas normal parce que je pense qu'on devrait pouvoir trouver ça en France.
Après, quand on a envie de soigner son enfant, on fait tout ce qu'il y a à faire pour arriver à ses fins de toute façon. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir le même circuit, on va dire, de santé au niveau du CBD en France, ce serait quand même plus facile parce que c'est vrai que quand on a déjà un enfant malade et handicapé, devoir organiser un voyage, c'est d'autant plus compliqué. C'est en faisant des recherches sur Internet que les parents de Kayla sont tombés, il y a 5 ans, sur l'histoire de Charlotte, une petite Américaine atteinte elle aussi du syndrome de Dravet. Elle souffrait de crises très violentes qui la mettaient en danger. Les médicaments ne fonctionnaient pas. Seul le CBD lui sauvera la vie. Cette histoire va provoquer une grande émotion aux États-Unis, à la suite de quoi plusieurs États décident d'autoriser le cannabis thérapeutique. Jessica réussit alors à contacter l'un des chercheurs qui a mis au point le cannabis ayant sauvé la petite Américaine. Il s'agit de Nicolas Wagner, un des pionniers dans ce domaine. Un lien spécial les unit car Jessica a été une des premières mamans avec une enfant épileptique à le solliciter. Ça fait remonter plein de souvenirs le fait d'être là parce que je vais retrouver Nicolas Wagner, la personne en fait qui a un peu changé notre vie il y a 5 ans. Elle tient Nicolas Wagner au courant de l'évolution de Kayla. Aujourd'hui, elle voudrait savoir s'il a une solution pour les crises de nuit. Bonjour Jessica, ça fait longtemps. Ça va? C'est toi? 4. C'est pas important. Ça fait longtemps. Oui. Je suis très content que tu m'as pas oublié. Non, ah non. Voilà, moi non plus. On s'assoit? On s'assoit. Oui. J'avais mon tout petit bébé avec moi. Oui, je me souviens. La grande et la petite. Voilà. Celle-ci, c'est au tout début, en fait, quand on est venu vous voir la première fois. Je peux me souvenir de... Vous vous souvenez? De la petite. Oui, vraiment. Regarde là, tu vois, c'était pour ses 9 ans. Elle est très très présente. Et quand on lui demande si c'était difficile de traiter une enfant, il répond sans hésiter. Non, parce qu'il y a les expériences en Californie qui quand nous on s'est connus, ça faisait déjà 4 ans et demi que ça bougeait. En 1996, la Californie fut autorisée à utiliser le cannabis médical. Je suis pas partie à l'aveuglette rencontrer une personne qui faisait joujou, on va dire, avec des plantes. Je savais que c'était quelqu'un de sérieux, donc oui, c'est rassurant. On est avec son enfant, c'était pas pour moi, donc c'était pour ma fille. Et c'est vrai qu'à l'époque, une petite fille qui a 4 ans et demi, 5 ans, c'est vrai qu'on a envie d'être avec des personnes de confiance. Je suis content que j'ai pu aider un peu et je suis, comment dire, aussi un peu ému, excuse-moi, fatigué. Voilà. C'est pas une plante miracle, mais... C'est ce que je dis souvent. C'est pas une plante miracle, mais sur le confort de vie. Sur les choses qu'on a pu faire, qu'on ne pouvait pas faire avant, en fait, de sortir, de se balader. Nicolas Wagner est luxembourgeois, mais il a installé son laboratoire de production en Autriche, car c'est le seul pays européen qui autorise le clonage des plants de cannabis. Là, on entre vers la droite. J'y vais? Oui. Voilà. Merci. L'endroit n'a rien de clandestin, il est totalement légal. Il a fallu de nombreuses années à Nicolas Wagner pour mettre au point par croisement génétique une plante à fort potentiel médical. Car le cannabis qui soigne Kayla a un taux de CBD de 23%, un taux très élevé qui n'existe pas à l'état naturel. Ça, c'est maintenant la plante qui soigne Kayla dans son état prêt pour être exposée dans le champ. Elle s'adapte au climat. C'est la même chose comme dans les fabrications de géranium ou de tomates. C'est juste que là, on a vraiment quelque chose de très intéressant. Mais à la différence des tomates, le clonage de ce cannabis médical se fait dans des conditions phytosanitaires très rigoureuses.
Les plants ne doivent subir aucune contamination avant d'être replantés dans des champs eux aussi sous contrôle. On a à disposition en fait une plante qui peut soigner et qu'on n'utilise pas encore tout son potentiel et qu'il est temps en fait de remédier à tout ça et qu'on puisse avoir accès à cette plante-là et qu'on puisse enfin soigner les gens avec. Avant que Jessica ne reparte en France, Nicolas Wagner lui propose d'essayer un nouveau traitement à base de gélules pour les crises de nuit de Kayla. C'est 10, c'est ça ? C'est 10 mg de CBD séché au lu. D'accord. Nicolas Wagner ne s'intéresse pas seulement à des patients atteints d'épilepsie comme Kayla. Il collabore avec des médecins en Allemagne, au Luxembourg, en Slovénie, sur d'autres pathologies. Il se rend régulièrement à Maribor, en Slovénie, où il travaille avec un médecin spécialisé en cancérologie. Asseyez-vous, on va commencer. Aujourd'hui, il reçoit une patiente qu'il soigne depuis 3 ans, atteinte d'un cancer des ovaires. Combien de gouttes prenez-vous par jour? 2 gouttes de CBD 3 fois par jour. Et si on augmentait un peu? Oui. Pour avoir un dosage plus fort? Oui. Vous ne sentirez pas le dosage augmenter, mais nous, on va essayer d'influer plus fortement sur le système immunitaire. Avec le CBD, j'ai tout de suite vu que j'allais mieux. L'appétit est revenu et surtout le sommeil. Pour le sommeil, c'est vraiment beaucoup mieux. Nous utilisons souvent les cannabinoïdes en cancérologie pour traiter différents types de cancers. Il est prouvé scientifiquement que les cellules meurent plus vite avec le cannabidiol. L'intérêt, c'est que le cancer ne se propage pas. Et nous traitons dans le même temps la tumeur. Le cannabidiol engendre aussi des effets anti-inflammatoires et il permet d'améliorer les mécanismes du corps. Alors ce n'est pas juste traiter le cancer, mais tout le corps à l'échelle cellulaire. C'est très puissant. Nicolas Wagner aime à dire que le cannabis n'est pas une plante miracle, mais qu'elle pourrait améliorer le quotidien de beaucoup de malades. Les recherches en cours montrent que le cannabis a un énorme potentiel. Et avant de prendre sa retraite, Nicolas Wagner aimerait qu'il soit réhabilité. Tu veux pas du gruyère, ça? Si, je veux du gruyère. Moi aussi. Et t'es pas obligé de lui crier dessus à ta soeur quand tu lui parles. Hein? Moi aussi. Kayla. Non. Chaque mercredi, Jessica retrouve ses filles pour déjeuner. C'est un moment qui semble ordinaire, mais en réalité, c'est une victoire sur la maladie de Kayla. Depuis l'introduction du CBD, elle s'est mise à avoir plus d'appétit et à manger plus volontiers. C'est-à-dire que maintenant, c'est assez rare quand même qu'elle goûte pas et qu'elle se mette pas à manger. Donc en général, elle mange de tout et elle a plutôt un bon appétit. Donc ça, c'est vrai que c'est un moment qui était assez difficile par le passé et qui est beaucoup plus agréable maintenant parce qu'on peut manger en famille. Bon, elle a toujours son caractère, voilà, elle va râler un petit peu, mais voilà, après, maintenant, elle mange toute seule. Maman, elle t'aidera après pour la fin, d'accord? D'accord. Ok. Dors, Maya. Hein? Jessica profite de tous les instants pour stimuler sa fille. Ses jeux et ses lectures sont là pour enrichir son vocabulaire. C'est quoi ça, tu m'as dit? Oiseau. C'est bien. Tu les laisses faire pour voir. C'est quoi ça? C'est ça. Oula, ça c'est dur, c'est les instruments de musique. Normalement, ta sœur, elle les connaît. Si elle sait pas, tu l'aideras, d'accord? Ça c'est quoi? Violon. Violon. Ouais. Trompette. Piano. Ça c'est dur, ça. Si. C'est bien, tu les connais tous. Je peux le faire toute seule. La voiture qui fait. Ouvre les yeux quand tu marches. Du vélo?
Avant la sieste, Kayla prend quelques gouttes de CBD. Un flacon dure environ 1 mois et coûte plus d'100 €. Tu prends un livre si tu veux, on lit une petite histoire et après on ira se coucher. D'accord? Plus. 2 c'est mieux. Sinon on s'ennuie. T'es bien comme ça? Oui. Oui? Bah vas-y, mets ta tête. Ma mamie et moi sommes des exploratrices. Grandma est très courageuse et joyeuse. Elle m'apprend à être courageuse et à avoir confiance en moi. Le moment de l'endormissement est encore un moment angoissant pour ses parents. Kayla fait encore des crises pendant son sommeil. Hop, pour tout à l'heure, ok? Allez. Depuis quelques années maintenant, on a la bouteille à oxygène qui est toujours dans la chambre. Parce que quand elle fait des grosses crises convulsives, elle cyanose, donc elle arrête de respirer ou elle a du mal à respirer, donc en fait elle devient toute violette. Le fait d'attendre à chaque fois d'avoir les pompiers ou le SAMU pour avoir l'oxygène, c'est très long et ces quelques minutes elles sont assez risquées pour sa vie. Donc là le fait qu'on ait l'oxygène à la maison, dès qu'elle cyanose un petit peu, qu'elle est pas bien, on lui met le masque et on lui met l'oxygène, ça lui permet de revenir plus vite à elle et ça permet aussi de protéger son cerveau du manque d'oxygène. Donc c'est rassurant pour nous de l'avoir à la maison. Et depuis qu'on a l'oxygène à la maison, on a beaucoup moins l'avenue des pompiers. Voilà, ça nécessite... Enfin, nous, on est un peu des médecins, quoi. On gère un peu notre fille au quotidien et on gère les crises. Donc voilà. Et là, on le cache derrière. Normalement, elle n'a pas accès. Voilà. Maman, elle va allumer la caméra ? La caméra, en fait, elle permet de surveiller Kayla parce que elle se déclenche quand il y a du mouvement, quand il y a du bruit. Et même quand il n'y a pas de bruit, en fait, souvent, elle fait des crises toniques. Donc, ça veut dire qu'il y a tout le corps qui se raidit. Et à ce moment-là, en fait, elle a les yeux qui s'ouvrent. Et quand on voit qu'il n'y a plus de clignement au niveau de ses yeux et que les yeux restent fixes, elle peut être en crise là aussi. Donc là, il n'y a pas de bruit. Mais nous, sur la caméra, on voit les yeux... Parce qu'avec l'infrarouge, on voit les yeux qui sont ouverts. Donc on est assez vigilants et on a toujours la caméra qui nous suit à chaque fois qu'elle dort. D'accord ? Il est encore trop tôt pour savoir si le nouveau traitement à base de gélules donné par Nicolas Wagner fonctionne. Mais les résultats sont encourageants. Alors le livre, je le pose là. Je t'aime. Je t'aime moi aussi. Allez, dors bien mon petit cœur. Tu fais un gros toto. D'accord ? En 1 mois, Kayla a fait 2 fois moins de crises. Épilepsie, cancer, troubles du sommeil, le cannabis thérapeutique a fait ses preuves. Même Françoise Maillard, qui a longtemps travaillé pour l'industrie pharmaceutique, en est convaincue. Elle se soigne avec du cannabis thérapeutique depuis 2 ans, un choix réfléchi pour cet ancien médecin qui a travaillé 30 ans pour les plus grands laboratoires. J'ai beaucoup voyagé en Asie, au Japon, en Chine et en Corée. J'ai passé la plupart de ma vie professionnelle dans l'industrie pharmaceutique. Et ce qui m'a donné l'occasion, je travaillais surtout au niveau international, donc de voyager beaucoup pour des développements de médicaments, où je rencontrais d'une part les gens des filiales et d'autre part des investigateurs potentiels pour faire des essais cliniques. Alors qu'elle est tout près de la retraite, Françoise est atteinte par une sclérose en plaques. C'est une maladie dans laquelle le corps s'attaque lui-même et détruit peu à peu la gaine protectrice des nerfs. Pour se soigner, elle prend un médicament à base de cannabis vendu dans 17 pays européens, mais pas en France, le Sativex. J'en prends en moyenne 4 pulvérisations par jour le matin, espacées d'environ un quart d'heure, 20 minutes. Et comme ça, puis on arrive à un moment où on dit, bah oui, là, j'ai, comme j'avais dit, un retour sur investissement, c'est-à-dire je suis confortable quant à l'efficacité et j'ai pas d'effet secondaire. Depuis 2 ans, elle l'achète en Suisse 500 €, une situation qu'elle trouve anormale. Je considère que je suis favorisée à 2 points de vue. D'abord parce que j'ai eu les connexions via le fait que je baigne dans le domaine médical pour accéder au Sativex en Suisse. Et d'autre part, j'ai eu les moyens financiers. Bon, je ne le fais pas de gaieté de cœur, parce que j'aimerais mieux mettre l'argent ailleurs, c'est certain. Donc, et je trouve que c'est particulièrement... C'est pas juste. Ça vous fait une médecine à 2 vitesses. Une médecine à 2 vitesses dont pâtissent les malades.
Pourtant, la découverte des bienfaits du cannabis remonte à une trentaine d'années. Les chercheurs découvrent alors que les cannabinoïdes sont indispensables à notre bonne santé, mieux que notre corps en fabrique naturellement. On les appelle les endocannabinoïdes. Ces molécules envoient des messages à nos cellules en se fixant sur des récepteurs que nous avons dans le cerveau et dans tout le système immunitaire. Ces messages agissent sur l'équilibre général du corps, par exemple sur la faim, le sommeil, la douleur. Quand notre corps n'en fabrique pas assez, nous sommes en déficit et la prise de cannabinoïdes extérieurs va rétablir l'équilibre. C'est pour ça que la prise du cannabis va jouer un rôle sur la détente des muscles sur la sclérose en plaques, va jouer un rôle sur l'amélioration des médicaments dans le système immunitaire. Par exemple, les personnes qui sont sous trithérapie, quand ils prennent du cannabis, ils ont un meilleur effet du traitement. C'est tout simple. Ce produit, ce cannabis, n'est pas un produit qui va nulle part. Il a un effet de pharmacopée de fait par sa nature et par son système. C'est la fin de l'été. Kayla a réintégré l'Institut d'éducation motrice où elle est scolarisée depuis 4 ans. Au programme aujourd'hui, séance de kiné. 6. On continue un petit peu? D'accord. D'accord? Allez. Là, tu vois, là, il commence à faire orage. Ça va rafraîchir un petit peu. Tu sais, Kayla, comme quand t'as des orages dans ta tête, tu sais comment ça fait? Ouais. Écoute, eh ben, tu vois, le ciel, là, il fait des orages. Ah. Écoute. Oh. C'est vrai que souvent, l'image qu'on donne, nous, parents d'enfants épileptiques, c'est des orages dans la tête. Il y a des moments, ça explose un peu dans la tête. Et c'est vrai que c'est l'image la plus proche, en fait, d'une crise d'épilepsie pour un enfant. C'est ce qui est le plus facile à expliquer. Oh. Papa? C'est papa qui arrive? Non. C'est pas papa? Moi, je crois bien que c'est papa qui arrive, regarde. Chut, chut. Il y a papa qui arrive. Sarah! Oui. Viens vite. Viens vite. Ça glisse. On en profite avant qu'il pleuve vraiment, mais souvent, voilà, faut préparer, faut mettre les lunettes, le chapeau, faut faire quand même attention à pas mal de choses. Et là, c'est vrai que nous, c'est la petite bouffée d'oxygène. Pouvoir sortir comme ça, c'est bien. Pour la première fois, la ministre de la Santé a évoqué en juin dernier la possibilité de légaliser le cannabis thérapeutique. On va rentrer parce que là, on commence à se mouiller. Hein. Mais non, mais c'est... Oui, parce qu'elle voulait faire du vélo. Mais... Pour Kayla et sa famille, pour Françoise et pour beaucoup d'autres malades en France, ce serait une vraie bouffée d'oxygène. Bonsoir Éric Correia. Bonsoir Elise Essay. Vous êtes infirmier anesthésiste, vous exercez au centre hospitalier de Guéret et vous militez pour l'autorisation du cannabis thérapeutique. Comme la petite Kayla qu'on vient de voir dans notre reportage, certains de vos patients y ont recours. Et là, très franchement, vous voyez la différence? Absolument, j'ai pu mesurer la différence et la constater au fil des années, où j'avais des patients avant qui se soignaient avec la pharmacopée usuelle dont on était disponible en France et qui aujourd'hui se soignent avec du cannabis thérapeutique et qui, grâce à ça, ont une vie maintenant quotidienne normale, absente de douleur, où ils ont même pu reprendre une vie sociale, voire reprendre le travail pour certains. Donc c'est un changement radical pour certains dans leur vie. Mais qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui vous disent que l'autorisation du cannabis thérapeutique, c'est une porte ouverte à l'autorisation du cannabis récréatif cette fois? C'est la question effectivement usuelle qu'on entend régulièrement. La Suisse utilise le cannabis thérapeutique depuis 3 ou 4 ans. On n'a pas pour autant légalisé sur son territoire. Et nous, en France... C'est bien séparé. C'est bien séparé. Et nous, en France, nous utilisons tous les jours, on vous prescrit des médicaments dérivés de l'opium. Et d'ailleurs, il y a eu un très beau reportage sur Envoyé spécial il y a quelques temps. Et l'on voit bien que malgré tout, nous n'avons pas légalisé ni l'héroïne ni la cocaïne sur notre territoire. Donc il y a une marge de manœuvre et heureusement que nous ne l'avons pas fait.
Alors, on vous a invité parce que vous avez une double casquette, en marge d'être un soignant. Vous êtes aussi un élu de la Creuse, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine. Et dans une tribune qui a été parue en juillet, vous y allez très fort, vous dites produire du cannabis à usage thérapeutique en France, ça n'est plus une option, mais c'est une nécessité. Absolument, c'est une nécessité pour plus de 300 000 patients aujourd'hui en France. C'est une estimation qui a été chiffrée grâce à l'association Normol avec qui je travaille. Et 300 000 personnes, c'est le nombre de patients qui auraient besoin de cannabis thérapeutique. Qui en ont besoin quotidiennement, effectivement, pour se soigner, disparaître leur douleur et vivre mieux, avoir une vie sociale. Et c'est le minimum, parce qu'on peut monter à 1 million de patients si on compte parmi ceux-ci, ceux qui reçoivent une chimiothérapie pour un cancer. Le cannabis thérapeutique est utilisé en Suisse pour éviter les vomissements, pour redonner de l'appétit. Donc 300 000 est vraiment un seuil. Vous militez même pour que votre département, la Creuse, soit le premier à produire du cannabis thérapeutique. Pourquoi? C'est un business aussi? Bien évidemment, au-delà d'un projet humain et sociétal et humaniste, c'est aussi un projet économique. Je rappelle que les territoires ruraux comme la Creuse sont vraiment en souffrance et qu'on va se battre, trouver des idées. Et l'idée du cannabis thérapeutique est effectivement, en termes économiques, on le voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, quand vous avez Pernod Ricard qui s'intéresse au cannabis, Coca-Cola, Amazon, donc on voit bien que derrière, effectivement, il y a une manne économique et moi je souhaite que cette filière économique complète qui aujourd'hui est en train de se déployer tout autour de la France, eh bien, elle se développe aussi en France, mais plus particulièrement en Creuse, qui est mon département, et je souhaite qu'il puisse effectivement revivre. Parce qu'il y a un potentiel financier évident. Alors, parlons maintenant du gouvernement. Il avance sur ce sujet. Oui. A priori, il pourrait y avoir une décision avant la fin de l'année 2019. Là, dans les mois qui viennent. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'on pourrait aller beaucoup plus vite, parce qu'aujourd'hui, justement, pour discuter avec pas mal de laboratoires suisses, québécois, eh bien, nous avons un certain nombre d'ingénieurs français qui sont déjà dans ces laboratoires-là. Nous savons faire, nous avons le savoir-faire. C'est toujours malheureux que ce soit des Français qui la développent ailleurs. Oui. Elle pourrait très bien se développer beaucoup plus vite en France, et notamment, encore une fois, en Creuse, comme je le souhaite de mes voeux pour notre territoire. Alors, ce qui est fou et ce qu'on ne sait pas, c'est que chez certains de nos voisins en Europe, en Allemagne par exemple, le cannabis thérapeutique est même remboursé par l'équivalent de la sécurité sociale. Bien évidemment, en Allemagne et donc en France, j'espère, parce que si nous sommes dans le thérapeutique, dans le médicament, il faudra bien évidemment envisager aussi le remboursement de certains médicaments qui pourraient être issus du cannabis thérapeutique. Nous sommes dans le soin, donc il n'y a pas de raison. Merci à vous, Éric Correia. Merci, Élise.